Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Ici la station de micro et KO. 160 mètres sur grandes ondes et 200 mètres sur ondes moyennes. Notre émission va commencer dans quelques instants. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Micro et KO. Salut. Aujourd'hui, ça va être un épisode un petit peu spécial. On va vous inclure un petit peu dans notre bande et on va vous raconter une histoire qui nous sert encore à l'heure actuelle et qui est partie de quelque chose qui était vraiment banal à la base et qui au final est resté dans nos vies et nous sert pas tous les jours mais presque, je dirais. C'est clair. Avant d'entamer ce nouvel épisode, on va comme d'habitude faire notre petit disclaimer. Donc nous ne sommes ni médecins ni psychologues, nous parlons uniquement de notre vécu et de l'expérience acquise au fur et à mesure des années. Si vous en ressentez le besoin, n'hésitez vraiment pas à prendre rendez-vous avec un professionnel. Mais n'oubliez pas que nous restons à l'écoute et que vous pouvez nous contacter via Instagram si vous en ressentez le besoin, @micro-et-kao. On va vous raconter une histoire qui va du coup vous faire complètement comprendre le titre de cet épisode. Parce que là, je suppose que vous êtes très certainement un peu perdus. Donc, on va vous expliquer pourquoi les patates, d'où ça part et comment on en est arrivé là. Alors, pour commencer, l'histoire des patates, ça remonte à 5 ans du coup. Ça fait 5 ans. Hein? Mais Et ouais, pardon? et oui, 2019. Le temps passe vite. Ça fait 5 ans qu'on parle des patates, hein. Mais quoi? Et oui. Ok, pardon, je suis choquée. Pardon. Pour vous mettre un petit peu dans le contexte, du coup, Chloé était en vacances et on passait nos vacances ensemble. Et en fait, moi, je venais de me marier. Et 1 mois et demi, 2 mois après le mariage, mon mari, il a eu un grave accident. Alors, je vais pas rentrer dans les détails de son accident, etc. Mais il a eu un grave accident où son pronostic vital était engagé, etc. Et en fait, Chloé est restée avec moi tout le long et m'a beaucoup soutenue pendant cette période qui a été très difficile et où j'avais peur et en plus j'étais jeune parce que du coup ça remonte à il y a 5 ans, j'avais 23 ans. Et donc du coup, il est resté hospitalisé pendant un petit moment, Chloé est restée avec moi, on a dormi ensemble, etc. Et c'est vrai qu'il y a des moments où j'étais perdue, il y a des moments où j'avais peur et où mon cerveau partait un petit peu en cacahuète et je me faisais les pires des scénarios parce que je vivais un moment qui était très difficile. Et en fait, un jour, on était sur le canapé, on discutait et on était en train de faire à manger. Enfin, les plats qu'on avait préparés étaient en train de cuire. Donc, on était sur le canapé, en train de discuter et moi, je sentais vraiment la panique m'envahir et j'étais vraiment pas loin de la crise d'angoisse. Et du coup, j'exprimais vraiment mes inquiétudes à Chloé. En fait, Chloé, elle a eu la meilleure des réactions et elle m'a dit quelque chose qui, je sais pas pourquoi, c'est resté ancré en nous comme ça. Vraiment, cette phrase, tu m'as dit: «Écoute, une chose après l'autre. Là, on doit sortir les patates du four, alors on va se lever et on va sortir les patates du four et après on verra». Exact. Et sur le moment, on a rigolé, on a souri, mais en fait, jamais j'aurais pensé que ça aurait encore 5 ans après, cette phrase des patates du four, autant d'impact dans ma vie et que ça me servirait, enfin que ça nous servirait parce que tu t'en sers aussi du coup, autant à ce point quoi. Donc en fait, on s'est levé, on a sorti les patates du four et ça a vraiment cassé ce mécanisme de tous les films que j'étais en train de me faire dans ma tête et ça m'a fait, en fait, ça m'a obligée à revenir dans l'instant présent et à me dire: «OK, là, à l'instant T, c'est comme ça, je dois faire ça, je me lève, je fais ça, après on verra». Et en fait, c'est vraiment quelque chose dont moi, personnellement, maintenant, je me sers au quotidien, quoi. Quand je sens que mon esprit part trop vagabonder à droite, à gauche, que je commence à me faire des scénarios, que je sens l'angoisse monter parce que je me fais des films, hein, tout simplement, je me pose 5 minutes et je me dis: «OK, je dois sortir les patates du four». Alors, je ne sors pas les patates du four matin, midi et soir, mais c'est vraiment, en fait, pour me dire: «OK, là, par exemple, je dois me lever, je dois, aller faire les courses et ben, je me lève, je vais faire les courses, le reste, on verra après» et en fait, de suite, ça casse ce mécanisme de réflexion, en fait, qui part trop en vrille et qui, après, nous mène, forcément à l'angoisse et à faire des plans sur la comète qui, peut-être, n'existeront sûrement même jamais. Ouais, c'est incroyable que ce soit resté et que encore aujourd'hui, on s'en sert et moi aussi, quoi. Moi aussi, je pense à cette phrase. Du coup, oui, forcément, on a associé cette technique-là à cette phrase-là, donc pour nous, c'est ça qui marche et c'est parce que, voilà, en même temps, c'est un peu une espèce de petite blague, privée qu'on a entre nous et tout, mais c'est vrai que même moi-même, dans ma vie quotidienne, de mon côté, il y a des fois où je vais me dire: «Sors les patates du four, quoi. Pense pas plus loin. Il y a pas à réfléchir à autre chose. Là, c'est vraiment concentre-toi sur les patates». Et après le reste, on verra.
Et en fait, le temps, si vous voulez, de faire ça, de faire l'action que vous êtes supposé faire, il y a de très grandes chances pour que votre cerveau il soit passé à autre chose. Parce que ça fait partie du mécanisme aussi, quoi. En fait, nous, on appelle ça sortir les patates du four, mais c'est tout simplement, en fait, une technique d'ancrage pour revenir à l'instant présent, tout simplement. Le pire, c'est que ça m'est venu naturellement dans le sens où, à cette époque-là, j'étais pas du tout consciente, je savais même pas que ça existait, les techniques d'ancrage. Et en fait, quand tu me racontais tes angoisses à ce moment-là et que je sentais vraiment que tu étais, entre guillemets, en train de m'échapper et en train d'échapper à la réalité, en fait, et que tu commençais vraiment à partir dans ta tête avec des angoisses et des scénarios qui sont potentiellement possibles. Mais bah, forcément, pour le savoir, il fallait attendre et donc ça servait à rien de se torturer l'esprit. Et donc, comme je te sentais partir, en fait, la seule chose que je me suis dit, c'est ça. C'est direct, je me suis dit, en gros, là, elle est en train de tirer des plans sur la comète et ça ne sert à rien puisque ça la met mal, alors qu'on n'est même pas sûr que ça se passe comme ça. Du coup, comme c'est dans sa tête et que c'est un truc qui est vraiment difficile à casser, entre guillemets, à quoi je pourrais lui faire penser ou juste lui faire faire pour qu'elle se concentre sur autre chose. Et en fait, vu qu'à ce moment-là, il y avait du coup les patates dans le four, bah, c'est la seule chose à laquelle j'ai pensé. Je me suis dit, bah, c'est vrai ça, en fait, il faut juste aller regarder les patates pour voir si, par exemple, elles sont pas en train de cramer ou enfin machin. Donc, c'est comme ça que c'est sorti. En mode, bah là, en fait, on va arrêter de parler et on va aller regarder les patates dans le four pour voir si tout va bien. On fera ça et après on verra. Et ben en fait, ça a marché complet, quoi. Et je savais même pas, c'est ça qui est incroyable, c'est que je savais même pas que c'était une technique qu'on est supposé vraiment faire, quoi. Donc c'était assez drôle quand même, le moment où on l'a réalisé. Tout à fait. En plus, il faut dire qu'à l'époque, quand même, la situation en elle-même, elle était vraiment gravissime. Faut dire ce qui est, on était vraiment en train de vivre quelque chose qui était pas facile et je me souviens que même si c'est mon mari, j'ai pu, toi aussi, à quelques moments, voir que c'était pas bien et que la situation était vraiment angoissante parce qu'on savait pas ce qu'il allait se passer. Bah, on va dire les termes, le pronostic vital, comme tu as dit tout à l'heure, était engagé et ce sur plusieurs jours. Donc en fait, on a vraiment été dans l'errance et dans la noirceur, pendant plusieurs jours d'affilée, en ne sachant pas ce qui allait se passer. Et donc là, on parle littéralement de vie ou de mort, donc c'était quand même assez traumatisant, quoi. C'est ça. Et aujourd'hui, avec du recul, parce que bon, maintenant ça fait 5 ans, il est en bonne santé, tout va bien, et cetera. Aujourd'hui, avec le recul, malgré la difficulté et la gravité du moment qu'on a vécu, mine de rien, grâce à cette technique et grâce à d'autres techniques qu'on a mis en place, inconsciemment, parce que il y a beaucoup de choses qu'on fait inconsciemment, je trouve. J'arrive presque à garder des bons souvenirs de De ce ce moment. moment. Ouais. Et bon, grâce à toi, clairement, parce que si j'avais été seule, ça se serait sûrement pas passé comme ça. Mais franchement, je me dis pas: «Mon Dieu, ça a été horrible». Oui, ça a été horrible, mais on a réussi à surmonter ça et dans ce moment qui était si grave et si dur, on a réussi à vivre de belles choses quand même. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord que ça a été à la fois traumatisant et terrible et stressant et ce que tu veux, vraiment négatif, mais qu'en même temps, on a réussi à en sortir des bons souvenirs et des bons moments et surtout, et c'est ça qui est fou, des leçons de vie, dont on se sert encore aujourd'hui, quoi. C'est quand même assez paradoxal. D'ailleurs, il faut dire aussi, après, on va rentrer là dans toute autre chose, c'est le hasard, c'est pas le hasard. En fait, à ce moment-là, il faut qu'on se rappelle, t'étais pas censé être là. C'est vrai, T'étais censé être parti depuis longtemps exactement. et au final, je sais plus pour quelle raison, enfin, tu devais partir, mais au final, t'es pas parti et tu es resté vachement plus longtemps que prévu, ce qui a fait qu'en fait, tu été là pendant ce moment-là et Dieu merci parce que franchement, je sais pas comment j'aurais surmonté ça si tu avais pas été là, quoi. Mais oui, c'est sûr que être avec toi 24 heures sur 24, versus, ne pas être sur place, qu'on s'échange des SMS, qu'on se FaceTime et tout, rien à voir, quoi. Parce que là, je t'accompagnais à l'hôpital, tout le temps, je te ramassais à la petite cuillère en sortie d'hôpital, enfin, ça avait rien à voir ça versus, si j'avais été, pas là, quoi. Clairement. Donc voilà, vous connaissez maintenant, l'histoire, des patates. Donc on vous l'offre, gratuitement. La prochaine fois que vous sentez que vous êtes en train de partir ou qu'un pote à vous est en train de partir, dites-lui tout simplement: «Il faut qu'on aille voir les patates dans le four». Par contre, s'il a pas écouté l'épisode et qu'il comprend pas, ça c'est son problème. Nous, on n'est pas responsables. Technique validée et approuvée.
Voilà, exactement. Du coup, après cette histoire-là, ce moment-là, forcément, tes crises d'angoisse ont commencé à être, bah, de plus en plus fortes et ton angoisse générale aussi. Donc je sais qu'à l'époque, tu avais un peu connaissance de certaines, techniques d'ancrage, mais pas toutes et que surtout tu les avais pas essayées. Donc en gros, après cet événement-là, quelles sont les différentes techniques d'ancrage que tu as pu essayer et qui n'ont, potentiellement, pas marché ou même celles qui ont été les plus efficaces pour toi au final? En comptant celle des patates évidemment. Alors effectivement, j'ai testé pas mal de techniques d'ancrage. Sincèrement, c'est pas pour nous jeter des fleurs, mais celle qui a été le plus efficace pour moi, c'est la technique des patates. Incroyable. Vraiment. Donc bon, je vais pas réexpliquer la technique des patates, du coup vous connaissez, mais ensuite, j'ai pu en tester d'autres. Alors, je crois qu'on en avait déjà parlé dans un épisode du podcast, si je dis pas de bêtises, c'est l'épisode sur la déréalisation, dépersonnalisation. Du coup, c'était la technique d'ancrage des 5, 4, 3, 2, 1. C'est en fait une technique d'ancrage qui permet de revenir à l'instant présent et surtout de reprendre conscience de l'environnement qui nous entoure. Et donc ça consiste à dire 5 choses qu'on peut voir, 4 choses qu'on peut toucher, 3 choses qu'on peut entendre, 2 choses qu'on peut sentir et une chose qu'on peut goûter. Et en fait, ça va venir travailler sur les 5 sens et ça va nous permettre de revenir dans l'instant présent et de se réancrer. À titre personnel, et ce n'est vraiment que personnel et ça n'engage que moi, c'est une technique qui chez moi ne fonctionne pas et qui, je ne sais pas pourquoi, en fait, quand je vais essayer de la mettre en place, elle va majorer l'angoisse que je peux avoir. C'est quand même assez drôle. Après, je pense vraiment que ça dépend des personnes. Moi, je connais plein de gens dans mon entourage qui utilisent cette technique et ça les a beaucoup aidés en fait. Je pense vraiment que ça dépend, on est tous uniques. C'est mon cas, ça sera peut-être pas le vôtre. Je vous donne la technique parce qu'elle fait partie des techniques d'ancrage, donc elle peut potentiellement vous aider. Après, voilà, à vous de tester ce qui vous correspond ou pas. Ensuite, comme autre technique d'ancrage, il y en a plein. Toutes les techniques de respiration, en fait, le fait de vous focus sur votre respiration vont automatiquement vous réancrer et vous faire revenir dans l'instant présent. Vous pouvez faire de la cohérence cardiaque, la respiration carrée, il y a beaucoup de techniques de respiration. Toutes ces techniques-là vont vous demander de vous focus sur votre respiration et automatiquement, en fait, vont vous réancrer et vous ramener dans l'instant présent. Donc, on a dit les patates, la technique des 5, 4, 3, 2, 1, les techniques de respiration. Vous avez également des techniques qui consistent à vous mettre de l'eau froide sur le visage, sur les pieds ou que sais-je pour en fait créer un choc et vous ramener dans l'instant présent. Vous avez une technique aussi, par exemple, je crois aussi qu'on l'a cité dans un autre podcast. Alors je n'ai pas le nom exactement de cette technique, moi je dis juste que c'est vraiment le fait de revenir dans l'instant présent, mais par exemple, vous êtes en train de faire la vaisselle, en fait, vous allez vraiment vous concentrer sur toutes les sensations que vous êtes en train de ressentir, c'est-à-dire la sensation de l'éponge dans votre main, le bruit de la mousse qui crépite, l'eau qui coule, la sensation et la température de l'eau qui coule sur vos mains. Et en fait, le fait de faire attention à toutes ces choses et à toutes les sensations que votre corps ressent va en fait vous ramener à l'intérieur de votre corps et vous ramener dans l'instant présent et vous réancrer. Ça, c'est les techniques que moi je connais. Je suppose qu'il y en a beaucoup d'autres. Est-ce que toi, tu en connais d'autres? Oui, ma psy m'en a donné une autre. C'est pas exactement pour l'angoisse, mais je pense que ça peut marcher quand même, sur le même principe en fait. En gros, moi, mon problème, c'est quand je vais me coucher dans mon lit, le moment en fait où j'essaye de m'endormir, mon cerveau va généralement partir dans une espèce de furie pas contrôlable. Et je te donne un exemple. En gros, dans ma tête, il va y avoir une musique en fond qui tourne en boucle. Je vais me faire des scénarios sans queue ni tête qui sont pas réalisables. Plus, je vais penser aussi à ma vie courante avec des vraies problématiques et des vrais rendez-vous, des vrais trucs que je dois faire, etc. Ajouter par-dessus ça toutes les sensations que je ressens dans le lit, c'est-à-dire, ah tiens, est-ce que j'ai pas un peu chaud là? Ah non, j'ai un peu froid, faudrait peut-être que je mette mon pied sous la couette, enfin, et cetera, et cetera. Et donc, en bref, au moment de m'endormir, j'ai vraiment mon cerveau qui part en roue libre. Et malheureusement, si j'arrive pas à l'arrêter et à le stopper, il y a des fois où j'en ai pour au moins 1 ou 2 heures avant de réussir à m'endormir, tellement c'est fort, tellement vraiment il est pas contrôlable. Il y a vraiment des fois où j'ai envie de me taper la tête contre le mur.
Et donc en expliquant ça à ma psy, dernièrement, en gros, elle m'a dit: «Bah, ce que tu peux faire, c'est cette technique-là». En gros, la technique, c'est vraiment tout bête. Quand je suis allongée, il va falloir que je scanne mon corps, toutes les parties de mon corps. Donc après, à toi, hein, de choisir si tu veux le faire plus ou moins détaillé. Moi, je le fais vraiment détaillé au maximum pour que ça me prenne le plus de temps et le plus de concentration possible. Donc en gros, ça va être de scanner où sont les endroits de ton corps, comment est positionné ton corps entre guillemets. Donc de prendre conscience de chaque partie de ton corps, lentement et vraiment de le comme si tu cochais, tu vois, sur une liste. Donc en gros, moi, je vous donne mon exemple, ça va être: «OK, où est mon front?» Je vais essayer de faire un peu bouger mon front, tu vois, pour le conscientiser. OK, où sont mes sourcils? Ils sont là. Où sont mes tempes? Ici. Mes paupières, elles sont où? Elles sont là. Mes yeux, ils sont comment? Ils sont comme ça. Mon nez, il est comme ça. J'en suis à ce niveau de détail-là, tu vois? Après, je fais mes joues, ma mâchoire, mes dents, ma langue, mes oreilles, mon cou et cetera et cetera et cetera. Dis-toi que ça marche tellement bien que j'ai jamais réussi, à l'heure actuelle, à descendre plus bas que mes doigts sur mes mains, quoi. Je sais que c'est une technique qui est très utilisée en sophrologie. Quand j'ai pris des cours de sophrologie, j'en parle là parce que ça peut peut-être, vous donner des tips ou quoi. On se concentre sur une zone du corps, donc la personne avec laquelle j'ai pratiqué, on partait des pieds et on remontait vers la tête et par exemple, on essaye de visualiser sa voûte plantaire. On essaye vraiment de ressentir sa voûte plantaire, alors sans bouger, sans la toucher physiquement et cetera, vraiment en visualisation et une fois qu'on l'a bien visualisé, qu'on a bien réussi à ressentir cette partie du corps, on va imaginer qu'elle se détend le plus possible. Et en fait, on va faire ça pour chaque partie du corps. On va d'abord bien la visualiser et ensuite on imagine qu'elle se détend le plus possible. Et en fait, c'est un exercice qui est incroyable en termes de relaxation et qui facilite l'endormissement. Je comprends tout à fait pourquoi tu n'arrives pas à faire ton corps en entier. Ah oui, c'est assez magique et il y a effectivement cette consigne qui est qu'à chaque fois que je passe à la prochaine partie, le travail, il est d'une part de conscientiser, mais surtout exactement de t'obliger à relaxer cette partie-là. Et moi, ce qui m'est souvent arrivé de faire et du coup, je m'en rends compte grâce à la technique, c'est que quand je passe à ma mâchoire, je me rends compte qu'elle est serrée, hyper serrée et en fait, quand du coup, j'arrive à ce moment-là, là, je me dis: «Ma mâchoire, elle est serrée là? Oui, et bah, lâche-la» et donc du coup, je la lâche et donc ça fait ça sur tout mon corps. La mâchoire, après j'ai la langue effectivement, les cervicales, le cou, un petit peu les épaules, mais my God, ça change tout! Parce que j'ai l'impression d'être couchée, «détendue» entre gros guillemets, alors qu'en fait je me rends pas compte. Il y a plein de parties de mon corps qui sont encore un peu crispées, tu vois? Et qui du coup, forcément, n'aident pas à la relaxation et au lâcher prise et vraiment de faire prendre conscience à ton cerveau que c'est bon, là, il faut dormir, il faut se relaxer, il faut ralentir, tu vois? Et à penser à des choses, détendantes, tranquilles. On pense plus au rendez-vous, c'est pas le moment. Tout ça se passe en parallèle du fait qu'en fait, je suis tellement concentrée à faire tous mes muscles, blablabla et aussi de me dire: «Il faut que je les relâche», que, comme je te dis, quand j'arrive aux épaules et que je descends du coup, biceps, triceps, les coudes, les avant-bras, les poignets et ben généralement, j'arrive à mes doigts et à partir de là, il y a plus personne. Et du coup, juste, je me réveille le lendemain matin en me disant: «Ah tiens, j'ai pas été jusqu'à mes pieds». Après, je me suis dit: «Au pire, si un jour, admettons, je descends jusqu'à mes pieds», je me suis juste dit: «Je vais le refaire en boucle». Voilà, tout simplement, je recommence, jusqu'à un moment donné où tu t'endors quoi, c'est sûr. Il y a autre chose aussi, c'est que le fait de t'endormir avec une méthode de relaxation comme celle que tu viens de citer, par exemple, tu t'endors pas sur tes problèmes et tu t'endors pas en fait sur des choses «négatives» entre guillemets et ça a une conséquence énorme sur la qualité de ton sommeil, le fait de t'endormir complètement détendu, hein. C'est clair. Après, tu vois, j'avais vu aussi sur internet, par hasard, 2 techniques aussi, pareil, quand tu as du mal à t'endormir parce que justement le cerveau, il est trop à fond. Alors moi, j'en fais que une sur 2. Il y en a une que je préfère, donc je fais celle-là. La première, c'est ma je vais vous donner ma préférée. En gros, c'est de penser à des mots qui n'ont aucun lien les uns avec les autres, à l'infini. Et il y a un moment donné où tu t'endors, je l'ai testé aussi, ça marche. Je vous donne un exemple pour que vous visualisiez un peu mieux. Robinet, vache, voiture, soleil, plante, enfin et cetera et cetera. Vous voyez le délire? Et ben, en fait, le fait de faire ça, pareil, ça va, «mobiliser» entre guillemets votre cerveau à vous concentrer sur la recherche de mots qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et donc vous allez finir par vous endormir. Ça, c'est la première technique et la deuxième, à la base, c'est
vous comptez votre rythme cardiaque. Mais alors moi, ça clairement, typiquement, toi tu disais, toi c'est le 5-4-2-1 qui t'angoisse, bah moi c'est ça qui m'angoisse. Ah non, moi je peux pas, le cœur, je peux pas, je paniquerais. Ben voilà, moi pareil. Genre si je suis obligée de compter mon rythme, mais je vais mourir en fait. Tu sais, cette horrible sensation quand tu sens ton cœur battre dans ton oreille, dans l'oreiller. C'est horrible. C'est horrible. Et en plus, moi, psychopathe comme je suis, j'entends mon cœur battre dans l'oreiller. Puis tu sais, des fois, tu respires ou quoi, tu n'entends pas un battement. Ou tu as l'impression qu'il y en a eu deux. Et dessus, enfin, moi, personnellement, je me fais des films en me disant, ça y est, j'ai un C'est problème au l'heure. cœur. Ah ouais, non, mais c'est horrible. Cette sensation, je crois que c'est la pire. S'il y a un des trucs qui est capable de m'empêcher de dormir, c'est bien ça. Ah moi aussi, ça moi aussi. Et même la sensation parce que tu le sens. Ça bombe un petit, tu sens que l'oreiller il bouge un tout petit peu et ça me rend folle quoi. Bref, tout ça pour dire que en gros, la technique de base, c'est tu comptes tes battements. En parallèle d'avoir compté tes battements, il faut qu'en amont, tu aies choisi une lettre de l'alphabet. B, par exemple. Et en fait, quand tu comptes tes battements, chaque 8 battements, tu dois dire un mot commençant par la lettre que tu as choisie. Évidemment, chaque mot doit être évidemment différent, on s'entend. Et donc, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, baleine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, balai. 1, 2, 3, 4, etc., etc. Et donc ça, pareil, c'est une autre technique. Mais du coup, celle-là, premièrement, je peux pas la faire parce que compter mes battements, ça m'angoisse. Et puis, c'est dur. Et deuxièmement, moi, le fait de compter, ça me relaxe absolument pas. Penser à des mots, oui, par contre compter, pas possible. Donc du coup, cette technique-là, moi, je l'aime pas. C'est pour ça que j'ai pris l'autre qui est juste, dire des mots aléatoirement, qui ne se ressemblent pas et qui se suivent. Chacun son truc, ça dépend des gens. Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent l'autre, pour le coup, et qui n'aiment pas du tout le fait de devoir dire des mots, qui se ressemblent pas. Donc faites comme bon vous semble, ce que vous préférez faire. Mais c'est vrai que, tu vois, typiquement, je sais qu'à la base, c'est des techniques pour t'endormir, mais je suis persuadée que tu peux certainement les faire quand tu sens l'angoisse monter. Je pense qu'après, ça dépend dans quelle situation tu es. Par exemple, tu es dans le métro, ça va être compliqué d'entendre les battements de ton cœur, je pense. À ce moment-là, tu comptes uniquement. Tu Voilà. fais juste 1, 2, 3. Et j'aimerais faire un petit disclaimer sur quelque chose qui me semble hyper important. Mais pour en avoir discuté avec des spécialistes, notamment en TCC, d'ailleurs, vous pourrez leur poser la question si vous avez un doute, faire des techniques de relaxation, d'ancrage, de respiration, de ce que vous voulez, quand l'angoisse monte, il faut faire attention parce qu'en fait, ça peut être assimilé à une technique d'évitement. Et en fait, maintenant, c'est quand même très connu, les techniques d'évitement vont effectivement apaiser votre anxiété sur le court terme et l'instant T, mais aggraver votre anxiété sur le long terme. Et alors là, je vous garantis que c'est vrai parce que j'en ai fait l'amère expérience. Les techniques de relaxation, de respiration, d'ancrage, etc., pour moi, en fait, c'est des techniques qui sont super à intégrer à votre quotidien pour faire baisser votre taux d'anxiété en général. Pour moi, c'est pas à utiliser, par exemple, lors d'une forte montée d'angoisse ou d'une crise d'angoisse, et cetera. C'est vraiment des outils à intégrer dans votre quotidien. Si vous les mettez en place pendant les moments de crise ou quand vous sentez que vous vous sentez mal, ça devient une technique d'évitement et sur le long terme, ça va plus vous desservir que vous aider. Je voulais vraiment faire ce disclaimer. Faites attention quand même de ne pas faire de l'évitement en mettant en place ces techniques que en cas de crise, quoi. Il faut vraiment, entre guillemets, l'intégrer, comme tu as dit, dans ta vie quotidienne et ne pas hésiter, en fait, à un peu l'utiliser, assez souvent, quelle que soit, entre guillemets, «l'intensité» de l'angoisse, du moment où vous sentez que vous commencez à avoir les pensées qui commencent à partir en sucette. Et c'est vrai que généralement, bah, comme vous l'utilisez assez souvent, votre cerveau, il va pas assimiler ça en mode c'est une technique d'évitement et juste comme vous allez le faire régulièrement, que ce soit pour des petites ou des plus grosses, ça va être juste, une technique, qu'il connaît et qu'il a l'habitude d'utiliser, en fait. C'est ça, en fait, c'est vraiment à intégrer, dans vos routines. Par exemple, le matin, en buvant votre café, vous pouvez mettre, éventuellement une technique de respiration en place. Vous n'allez pas faire cette technique de respiration parce que vous sentez une montée d'angoisse ou une crise d'angoisse. Elle est là, en fait, la différence. C'est vraiment utile pour faire baisser votre taux d'anxiété en général et pas que en cas de crise. Et du coup, est-ce que tu trouves, au final, que partager tes expériences d'anxiété, mais aussi tes techniques, est-ce que tu penses que c'est utile pour les autres ou pas? Pour moi, c'est
primordial, en fait. Je sais que quand, dans les moments les plus sombres de ma vie, j'ai beaucoup été chercher, des témoignages de gens, en fait, qui vivaient la même chose que moi, qui vivaient les mêmes symptômes que moi au quotidien, comment ils s'en étaient sortis, quels ont été leurs chemins, et cetera, et cetera. Et en fait, c'est, je crois sincèrement, une des choses qui m'a le plus aidée. Alors, n'allez pas sur les forums sur internet parce que vous allez avoir très, très peur. Moi, la majorité des témoignages qui m'ont beaucoup aidée, que j'ai trouvé, ça a été sur YouTube. Et en fait, c'est rassurant de voir qu'on n'est pas seul à vivre ça. Il y a aussi, alors je crois que c'est pas super au point, j'ai testé, mais il y a quand même pas mal de bugs, et cetera. Il y a une application qui vient de sortir qui Ah ouais? s'appelle, ouais, qui s'appelle Talkitty. Et en fait, c'est une application, quand tu la télécharges, tu rentres ton âge, et cetera. C'est anonyme, hein, tu peux mettre un pseudo. Et en fait, tu rentres en gros ta problématique. Donc, ça peut être de la dépression, un trouble anxieux généralisé, trouble de l'anxiété, tous confondus, des TCA, et cetera. Et en fait, ça te met en relation avec des gens qui ont les mêmes problématiques que toi et tu peux discuter avec des gens qui ont les mêmes soucis. Donc, il y a des gens qui demandent des conseils, il y a des gens qui racontent leur expérience, tu peux demander de l'aide ou des conseils auprès de personnes qui ont vécu les mêmes choses que toi. Donc, j'ai testé un peu ces derniers jours. Il y a pas mal de bugs parce que ça vient d'être lancé, donc ils sont en train de faire des mises à jour, et cetera. Mais j'ai trouvé ça franchement pas mal. Le principe, du moins, je le trouve super. Après, vous avez plein de groupes d'entraide selon, pareil, votre problématique. Franchement, pour moi, le fait de parler avec des gens qui vivent la même chose que toi, déjà, ça a un côté rassurant parce que dans l'anxiété, je parle de l'anxiété parce que c'est ma problématique, mais il y a beaucoup cette pensée un petit peu intrusive qui revient sur, la peur de devenir fou et en fait, le fait de savoir qu'il y a des personnes qui vivent la même chose que moi et qui s'en sont sortis ou alors qui sont dedans, mais juste le fait d'en parler, ça allège beaucoup le truc, quoi. Après, je pense qu'il faut faire attention comme dans n'importe quoi. Je suppose qu'il doit y avoir des dérives dans le fait que si n'importe qui peut rentrer dedans, on a vite fait, tu sais, de rencontrer des gens, qui pensent être, atteints, par exemple, du trouble anxieux généralisé, mais qui ne sont, admettons, jamais allés voir un médecin ou un psy, juste parce qu'ils ont entendu sur TikTok, 2-3 symptômes et qui se sont dit, «C'est moi». Donc ça aussi, je pense qu'il faut quand même faire attention. Bon, je Bah, pense après, que c'est sous forme, en fait, d'un réseau social comme Instagram et comme Facebook. tout à fait. C'est pour ça que voilà, je pense qu'à mon avis, tu l'utilises un petit peu comme les autres. Il faut, toujours garder un espèce d'œil attentif en te disant: «On sait jamais». Je tenais, à le rappeler au cas où. Du coup, est-ce que tu pourrais l'épeler pour, les gens, Oui, alors c'est Talkitty, Talkitty. parfait. Voilà, après, comme je le disais, vous avez des groupes Facebook, je sais que même, sur TikTok aussi, il y a une grosse communauté d'anxieux. Moi, je sais que j'étais tombée sur, le TikTok d'une fille, en fait, qui parlait de son anxiété et en fait, dans les commentaires, il y avait une fille qui avait proposé, «Ah venez, on fait un groupe Messenger avec tous les anxieux» et cetera et je trouvais ça trop drôle, donc j'avais participé au truc et du coup, je me suis retrouvée dans un groupe Messenger avec plein d'anxieux et en fait, on a pu tous ensemble, discuter de nos symptômes, en débunker un peu certains, se rassurer et en fait, c'est des choses qui pour moi, me facilite la vie. Ça sera peut-être pas votre cas, encore une fois, ce qui va me faire du bien à moi ne vous en fera peut-être pas à vous, mais voilà, n'hésitez pas à tester et le fait de se sentir soutenu, même si c'est des inconnus, en fait, ça a pas besoin d'être des amis proches forcément tout le temps, juste des personnes qui vivent exactement la même chose. Franchement, ça fait du bien en vrai, hein. Bah, c'est ça qui est paradoxal, c'est que tu vas limite plus te rapprocher de la personne parce qu'elle est en train de vivre la même chose que toi, que parce que tu viens d'apprendre son prénom, quoi. Ah oui, c'est ça crée du lien, quasiment instantanément parce qu'en fait, c'est quelque chose de difficile que de vivre de l'anxiété au quotidien, de l'anxiété, de la dépression ou que sais-je, tous les sujets qu'on aborde sur ce podcast et en fait, vu que c'est des choses difficiles, de rencontrer quelqu'un qui vit la même chose que toi, bah, automatiquement, ça crée du lien et ça fait du bien. Et toi, du coup, est-ce que tu dirais que le fait de trop réfléchir, comme par exemple le soir quand tu es dans ton lit ou que tu essayes de t'endormir et cetera, est-ce que tu dirais que ça augmente ton angoisse? 100%. 100% parce que moi, pour le coup, faut savoir que j'ai
de l'anxiété d'anticipation. Donc évidemment, ça passe par là. C'est mon quotidien et en fait, je m'étais jamais rendu compte jusqu'à temps que j'aille voir, une psy. Donc encore une fois, je ne vous le conseillerais jamais assez, allez voir des professionnels. C'est elle, en fait, qui m'a fait vraiment réaliser à quel point je faisais de l'anxiété d'anticipation et à quel point, en fait, je suis quasiment jamais là. Et c'est un peu triste, en fait, parce qu'en gros, elle m'a clairement fait réaliser que dans ma vie au quotidien, je suis très peu dans le moment présent et que je vacille toujours entre le passé et le futur et que je suis quasiment jamais là, vraiment. Donc, de mon côté, elle m'a donné des exercices et des techniques d'ancrage, et cetera, à faire dans mon cas à moi, pour justement me forcer à rester dans le moment présent un maximum, pour juste, profiter pleinement de la vie et du moment présent, en fait. Et d'arrêter justement de me projeter la plupart du temps parce que c'est vrai, si je devais choisir entre les 2, je passe quand même, on va dire, plus de temps dans le futur que dans le passé. Par contre, c'est vrai que si, admettons, il vient de se passer quelque chose, qui m'a pas convenu, je vais dire n'importe quoi, ça m'est pas arrivé, mais vous allez comprendre. Admettons, je viens d'avoir un accident, un petit accident de voiture et c'est pas du tout ma faute et c'est la personne, qui m'est rentrée dedans, parce qu'elle me regardait pas et cetera et donc je vais trouver ça très injuste et en plus de ça, la personne, elle va venir et admettons, elle va me gueuler dessus pendant 10 minutes. Ça, il y a de très fortes chances que j'y pense encore 2 semaines après en me disant: «Bah, en fait, c'est pas juste, ça m'énerve, c'est pas normal que ce soit passé comme ça. Pourquoi elle m'engueulait? J'ai rien fait». Je vais le ressasser encore et encore et encore et en fait, je vais rester sur ma haine et sur mon énervement pendant des jours, quoi. Donc c'est vrai que, selon ce qui m'arrive dans la vie, j'oscille beaucoup entre le passé et le futur, mais voilà, «s'il m'arrive rien» entre guillemets, je vais pas potentiellement ressasser le passé très souvent, je vais plutôt être dans le futur et donc dans beaucoup d'anxiété d'anticipation et donc forcément ça passe par la tête et forcément ça passe par se faire des scénarios et en fait, c'est devenu un mécanisme qui pour moi est quasiment vital, c'est-à-dire que je vais préférer millions de scénarios possibles et donc forcément passer par tout l'arc-en-ciel des émotions en les contrôlant, puisque ce ne sont que des scénarios. Mais évidemment, à l'arrière de tout ça, en baignant dans l'anxiété, on est bien d'accord, plutôt que de me forcer à ne m'attendre à rien, à ne pas y penser, arriver devant le fait accompli, arriver devant la situation qui est maintenant en train d'arriver et de devoir faire face à la situation sans l'avoir anticipée. Et donc, en gros, chez moi, c'est un problème parce que j'ai peur de faire face à mes sensations qui sont potentiellement très fortes en étant hypersensible. Et comme j'assume pas encore cette partie-là et que j'arrive pas à «l'accepter» entre gros guillemets, surtout à cause du regard des autres, on va dire, et ben en fait, mon cerveau, il a compris qu'en en me faisant penser à tous les scénarios en amont, ça me préparait à toutes sortes de cas, on va dire. Et donc, quand la situation se produit, bah, comme j'y ai potentiellement déjà pensé ou alors une situation similaire, on va dire, ça fait que j'arrive beaucoup plus à contrôler mes sensations. Et ça, c'est pas bien. Parce qu'en soi, il faudrait que j'arrive juste à m'assumer et à me dire, bah en fait, on verra bien ce qui se passe, et puis tant pis, en fait. Ça, c'est ce sur quoi je suis en train de travailler en ce moment avec ma psy, mais bref, c'est un autre sujet. Donc en fait, en faisant de l'anxiété d'anticipation, toi, tu essayes d'anticiper les réactions que tu pourrais avoir face à la situation? Exactement. Et le fait de les anticiper, ça fait que je m'y prépare psychologiquement. Et donc, si la situation arrive, je vais avoir ces sensations, mais calmées, entre guillemets, beaucoup moins fortes, puisque j'y aurais pensé avant, en me disant, il se peut que ça ne fonctionne pas. Et si ça fonctionne pas, comment je vais réagir? Comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce que ça paraît logique? Oui. Ok, peut-être que je vais penser à ça, peut-être que je vais faire ça. Ouais, sûrement. Et donc, si ça arrive, je me dirais, ah bah voilà, je savais, j'y avais pensé. Et donc, ça va faire que je suis beaucoup plus calme, en fait. Mais Et donc en donc, fait, tu vis les événements 2 fois, quoi? 2 fois, o oui, au minimum, puisque même, ça, c'est quand ça se Oui. produit. Plus, du coup, tous les autres scénarios que je me suis fait dans ma tête et qui ne vont donc pas arriver. Ah non, c'est épuisant, hein. L'anxiété d'anticipation, c'est un enfer et le problème, c'est que c'est un cercle vicieux dans le sens où je sais pas depuis quand je fais ça, je pense que ça fait des années.
Parce qu'en fait, depuis qu'elle me l'a dit et qu'elle m'a donné mes exercices, je me rends compte à quel point je fais ça pour tout et n'importe quoi. Et donc en fait, au lieu que ce soit resté quelque chose de, entre guillemets, «occasionnel» quand je vais avoir des choses qui vont vraiment me stresser dans le futur, là, c'est pour tout et rien, quoi. J'avais une autre question, qui est un petit peu en rapport avec, tout ce qu'on vient de dire là. Heu, Est-ce que tu penses que le fait de trop réfléchir ou d'être trop dans le passé ou trop dans le futur, mais plus beaucoup dans l'instant présent au final, c'est une problématique qui est liée à notre époque et ou à notre génération, on va dire? Est-ce que c'est un problème qu'ils avaient avant, tu crois? Vaste question parce que là, du coup, tu lis ce problème-là avec quoi? Avec, la montée, des réseaux sociaux, du digital? Ben, un C'est petit a peu quand même. c'est avec ça que tu le lis? Enfin, je le lis pas, mais je pense que c'est pas quelque chose C'est qui aide, corrélé? en fait. Ouais. Alors pour ça, je suis pas mal d'accord, je pense, que ça doit effectivement pas aider parce que justement, en fait, on a trop tendance maintenant grâce aux réseaux sociaux, enfin, du coup, là, c'est plutôt à cause, de vivre par procuration les choses, en fait. Dans le sens où tu vas regarder, admettons, on le sait, on le fait tous. Tu vas regarder une recette de cuisine, tu vas dire: «Waouh, c'est trop bien». Tu vas l'enregistrer, c'est la 15e que tu enregistres. Tu en as peut-être fait 2 sur les 15 que tu ne feras jamais de ta vie, mais qui vont pourtant rester là. Et en fait, la différence, c'est qu'en la regardant faire par quelqu'un, tu vis par procuration dans le sens où la personne va la faire à ta place et donc tu vas avoir cette petite dopamine, cette petite récompense parce que tu viens de regarder quelqu'un la faire sur ton écran. Et donc, bah, forcément, ça fait que la plupart du temps, ton cerveau, plus il va consommer ce genre de contenu, plus il va s'habituer à avoir des récompenses quand tu le regardes et donc il y a de fortes chances que tu ne fasses jamais cette recette de cuisine comme les 15 autres TikTok que tu as enregistrés, en fait. Et du coup, à ça, je lis ce fameux fait de n'être pas vraiment dans le moment présent. Puisqu'en fait, comme ton cerveau se contente de juste regarder du contenu et que ça lui suffit à vivre sa vie, bah forcément, quand arrive la vraie vie et que tu es dans ta vraie vie, bah en fait, tu plus à t'ancrer parce que c'est plus suffisant. Ou c'est plus suffisant ou alors c'est pas assez rapide aussi. Il y a aussi ce gros problème-là, de la récompense trop rapide, sans effort. Que pareil, les réseaux sociaux, ça nous mène à ça complet. C'est-à-dire qu'on a trop l'habitude qu'en 1 minute, on ait le résultat. Je Les TikTok, les réels, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disaient qu'ils avaient même maintenant du mal à regarder une vidéo YouTube entière parce que c'était trop long. Ça et aussi d'être 100 concentré sur la vidéo. Ça, c'est terrible aussi. Je trouve vraiment que ça emmène plein de problématiques, les réseaux sociaux, parce que déjà, d'une part, on n'a plus le temps de s'ennuyer, parce qu'en fait, maintenant, on s'ennuie jamais. Dès qu'on a un petit moment, on a toujours nos téléphones greffés à notre main. Des fois, même pendant des repas en famille, et cetera, on a notre téléphone, on est sur les réseaux, donc du coup, bah, on est moins dans l'instant présent. Et pour moi aussi, ça emmène la problématique pour les gens qui manquent d'ancrage, ont des problèmes d'anxiété, de dissociation, de déréalisation, et cetera. Le fait de voir tout le temps à travers, ce filtre, du virtuel sur nos téléphones, ça nous aide pas en fait à nous ancrer et à être, vraiment, dans notre corps et dans notre environnement. Enfin, ça soulève quand même pas mal de problématiques, je pense, hein, les réseaux sociaux, hein. Oui, parce que je trouve que ça te surstimule et que comme tu disais, au lieu de te concentrer sur ta vie, ta maison, ton corps, tes activités, tu vas voir ce que fait, Pierre-Paul Jacques sur les réseaux, des personnes que tu ne connais pas et en fait, tu vas donner de ton énergie. Ton cerveau, il va se concentrer sur cette personne-là, sur ce qu'elle est en train de faire et cetera, plutôt que de se concentrer sur toi, ce que tu es en train de faire, ce que tu ressens, comment tu vis les choses et cetera et c'est vrai que dans un sens, ça peut aussi être un échappatoire, je dis pas, mais c'est vrai qu'au quotidien et surconsommé, je pense aussi que tu tombes dans le travers de ne plus être présent dans ta vie à toi et d'être en espèce de flottement dans les vies que les autres veulent bien te montrer sur les réseaux, en fait. C'est un peu bizarre. Ça et puis forcément, ça amène inévitablement à te comparer aux gens et à la vie qu'ils montrent sur les réseaux sociaux et là aussi, franchement, pour l'estime de soi,
il y a vachement mieux parce qu'on pense que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est la vraie vie que mènent les gens. On oublie en fait que c'est juste ce qu'ils veulent nous montrer et enfin, il y a des côtés très positifs aux réseaux sociaux, comme je le disais tout à l'heure, où on peut trouver des gens qui vivent la même chose que nous. On peut trouver, pas des solutions à nos problèmes, mais des expériences en fait de gens qui s'en sont sortis et qui ont les mêmes problématiques que nous. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'aspects positifs, mais je trouve qu'en contrepartie, il y a quand même beaucoup d'aspects négatifs et on peut être vite absorbé dans un espèce de cercle vicieux où on passe nos journées sur nos téléphones avec des temps d'écran qui explosent tous les records, quoi. Ouais, bah, je suis 100 d'accord et je pense aussi que comme tout dans la vie, il faut que ça se fasse avec parcimonie et avec équilibre, en fait, tout simplement. Le problème aussi, c'est que à force, j'ai l'impression aussi que nos cerveaux s'habituent à être surstimulés. C'est-à-dire que personnellement, par exemple, quand je fais la vaisselle, il me faut tout le temps, par exemple, une vidéo YouTube en fond, un podcast en fond. Quand je dessine, pareil, il me faut quelque chose en fond. Quand je prends ma douche, maintenant, je prends mon iPad et soit je me mets une série, soit je regarde une vidéo YouTube. Et en fait, je sais plus juste bah, prendre ma douche et profiter du moment agréable que ça peut être, faire la vaisselle et comme on le disait tout à l'heure, par exemple, ça peut être tout bête, mais pour être dans l'instant présent, ressentir l'eau sur mes mains, et cetera, et cetera. Parce qu'en fait, mon cerveau, il a tout le temps besoin, en fait, d'être sur. Occupé. Oui, c'est ça. C'est que et c'est ça qui est terrible, c'est vraiment ce phénomène c'est vraiment ce phénomène-là. C'est-à-dire que, en gros, nos têtes, nos cerveaux ne sont plus capables de faire une chose à la fois dans notre vie présente et réelle, en fait, dans le vrai, dans la vraie vie, quoi. On est obligé quasiment de se dire: «Ah ouais, je vais faire la vaisselle, oh là là, ça va être long, ça va être chiant. Vas-y, je vais mettre une petite vidéo YouTube en même temps ou la télé ou un podcast» pour ne pas être conscient que je suis en train de faire la vaisselle. Donc en fait, ce qu'on fait au quotidien, on se désancre au quotidien parce que on trouve ça chiant, long, ça fait faire des efforts, c'est pas marrant et donc pour contrer tout ça, on va chercher inéluctablement des moyens à notre cerveau de passer par une porte de sortie, quoi. C'est pour ça que je soulevais la question de est-ce que c'est lié à notre époque et à notre génération? Parce que personnellement, ma mère, elle fait pas ça, ma grand-mère n'avait pas la possibilité de faire ça. Donc en fait, est-ce que cette problématique de pas se sentir ancré, de pas être dans le moment présent, en fait, c'est pas, typique de notre génération et de notre époque, quoi? Je pense pas que c'est à cause de ça, par contre, je pense vraiment fortement que c'est extrêmement lié, ça c'est Mmh. sûr. C'est sûr parce que, oui, à l'époque, en fait et je pense que si on avait donné la possibilité à nos grands-parents de faire pareil, ils l'auraient fait, je pense. La seule différence, c'est qu'ils ne pouvaient pas le faire. C'est ça la différence, en fait Oui, bien sûr. et que Bon, du donc coup, je pense que c'est quand même légitime de se demander si, les réseaux sociaux et tout ce que ça engendre, est-ce que, c'est bénéfique ou pas? Je pense que ça a vraiment 2 revers, en fait, hein. consommer en trop grande quantité et en trop mauvaise qualité, pour moi, ça engendre de l'anxiété, des remises en question, de la rumination inutile sur des choses que tu n'es même pas supposé savoir ou censé voir ou juste en avoir conscience et donc trop réfléchir sur des sujets qui normalement ne t'atteignent pas, gaspiller ton énergie sur des choses qui normalement ne t'atteignent pas, au lieu de t'ancrer, de passer des moments dans le présent, de vraiment profiter de la vraie vie, des vraies choses qui t'entourent. Donc oui, pour moi, tout ça font clairement, du poids dans l'angoisse, dans les crises d'angoisse, dans le problème d'ancrage, de passer des moments ou dans le passé ou dans le futur et pas dans le présent. C'est vraiment lié pour moi. OK. Bon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la question et qu'on peut terminer là-dessus. Exactement. On espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve d'ici là sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok, Micro et KO. N'hésitez pas à nous écrire si vous en ressentez le besoin, on se fera un plaisir de vous répondre. D'ailleurs, on a mis un petit défi, pour le mois de juillet, si ça vous intéresse, sur notre compte Instagram. Si vous êtes curieux d'aller voir, on vous y invite. On se retrouve très vite. À bientôt. Salut!